Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. D'intenses combats ont opposé hier à Gao les forces maliennes et leurs alliés à des djihadistes. Les djihadistes ont été délogés après plusieurs heures de combat. Le calme est revenu, mais des tirs sporadiques ont été entendus ce matin. Le ministre camerounais de la Communication a reçu hier les journalistes français déployés dans le pays. Point d'orgue des échanges, la vraie fausse libération des otages français. Une information qualifiée de fausse rumeur par le porte-parole du gouvernement camerounais. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la ville de Gao était soumise à d'intenses combats, des combats à l'arme lourde. Après plusieurs heures d'échanges de tirs, les djihadistes ont été délogés des endroits où ils étaient retranchés. Les soldats maliens ceinturent la mairie de Gao. De l'autre côté de ces murs d'enceinte, des combattants islamistes. Combien sont-ils? Au moins une quarantaine selon les militaires maliens. Les combats durent depuis plusieurs heures. Faites attention surtout au côté gauche, ok? C'est vers là que je viens le danger. Des blindés arrivent en renfort, maliens, mais aussi français. La progression se fait mètre par mètre. Les insurgés pourraient appartenir au Moudjao selon un communiqué envoyé par ce mouvement islamiste. Ils auraient pénétré dans la ville de Gao il y a une douzaine d'heures. Ils tiennent aussi la résidence du gouverneur. Pour au moins ils sont ciblés à être au niveau de la mairie. Okay. On est en train d'essayer de boucler la zone et essayer de voir de quoi il s'agit exactement. En fin d'après-midi, les unités de combat françaises organisent l'assaut. Les bâtiments officiels de Gao sont repris. Au moins 5 islamistes sont abattus selon l'état-major français. On ignore si des djihadistes ont été faits prisonniers ou bien s'ils ont pu prendre la fuite. Gao, la porte d'entrée vers le Nord Mali, avait déjà été il y a 10 jours le théâtre d'attaques suicides. Cette fois-ci, la guérilla arrive en ville. Deuxième phase de la tactique de harcèlement contre les forces françaises et africaines qu'avaient promis les combattants djihadistes. Gao toujours, le calme est revenu hier, mais des tirs sporadiques ont été entendus ce matin. Pour en parler justement, nous sommes en ligne de Gao avec notre correspondant dans la région. Seydou Mega, bonjour. Bonjour Gibrila. Seydou, des tirs ont été entendus ce matin. Quelle est la situation qui prévaut actuellement dans la ville de Gao? Oui, justement, après les affrontements sanglants entre les djihadistes qui sont estimés à une quarantaine et les troupes maliennes appuyées par les forces françaises, il y a certainement eu des vrais combats livrés à l'arme lourde de part et d'autre. 3 bâtiments où les islamistes avaient pris position ont été carrément détruits. Ce qui est sûr, la majorité de ces islamistes ont été neutralisés à Gao par les forces maliennes appuyées par les troupes françaises à Gao. Malgré le fait que certains ont pu échapper à des tirs et ont dû se réfugier quelque part. Côté militaire malien, 6 militaires légèrement blessés. Présentement, les forces maliennes appuyées par les troupes françaises sont en train de faire des fouilles à travers la ville pour essayer vraiment de mettre la main sur ces djihadistes en fuite. Seydou Mega en direct de Gao. Merci Seydou. À moi de vous remercier. Du volet militaire, on passe au volet économique. La France reprend sa coopération avec le Mali après presque un an de suspension. Une reprise progressive pour rétablir les services publics de base. Suspendue depuis le coup d'État de mars dernier, la coopération avec le Mali vient de reprendre. C'est la bonne nouvelle qui est venue apporter le ministre français du Développement qui a rencontré le président par intérim Diokounda Traoré. Au menu, déterminer les priorités et la règle du jeu. Cette reprise graduelle de l'aide publique au développement est bien évidemment liée aux avancées en matière de réconciliation, aux avancées vers des élections que nous souhaitons évidemment pouvoir être tenues en juillet. Après un hôpital à Sévaré, le ministre a visité une station de pompage en périphérie de Bamako. Sa remise en état permettra d'approvisionner 100 000 habitants de la capitale en eau potable. Nous avons, je pense, contribué à rétablir la liberté
dans certaines villes du Mali qui en étaient privées. Maintenant, il faut rétablir les services publics de base. Nous pouvons y contribuer, mais bien évidemment, c'est d'abord la responsabilité des autorités maliennes. Pour accompagner le processus de stabilisation, la France veut peser sur l'Union européenne qui organise en mai prochain une conférence des donateurs. Paris veut également mobiliser les quelques 160 collectivités territoriales qui sont engagées auprès des communes maliennes. Dans le reste de l'actualité, le ministre camerounais de la Communication recevait hier les journalistes français déployés sur le territoire. Dans ce reportage, le contenu des échanges entre le porte-parole camerounais et les hommes de médias français à propos du démenti sur la libération des otages français. Ce jeudi matin, le bureau du ministre de la Communication ressemble à une salle de rédaction. Issa Chiroma reçoit les journalistes français, dont certains sont arrivés la veille au Cameroun. Les équipes des médias d'État sont conviées à cette entrevue. Ils veulent qu'on intervienne en direct tout de suite. En fait, ils sont en train de est-ce qu'on peut remonter dans 20 minutes Oui, dans 10 minutes, c'est-à-dire le temps que le journal se termine. Une seule préoccupation au cœur de l'échange, la vraie fausse libération des otages français. Comme les journalistes, le ministre décroche son téléphone. À bonne source, chacun cherche la bonne info. C'est simplement une fausse rumeur, une folle rumeur. Si d'aventure ce qui s'est dit à travers cette rumeur était une vérité, le gouvernement camerounais aurait porté déjà l'information au niveau du gouvernement français d'un, et de deux, nous aurions convié la presse nationale et internationale pour porter cette information à sa connaissance. Ne l'ayant pas fait, ça atteste donc de ce que cette rumeur vient, on le sait d'où, et c'est vraiment une fausse rumeur. Le démenti est diffusé en direct de l'esplanade du ministère de la Communication, mais la presse nationale alertée reste confuse. Certains accordent encore quelques crédits à l'éventuelle libération, mais sans l'assurance et l'autorité requise. C'est officiel, pour le gouvernement, ce n'était qu'une rumeur. L'actualité sur un tout autre plan, en Afrique du Sud, un coup de théâtre s'est produit dans l'affaire Pistorius. L'athlète accusé du meurtre de sa compagne pourrait être libéré sous caution. Ses avocats ont relevé des failles. Le chef enquêteur est lui-même accusé d'homicide. Énième rebondissement dans le feuilleton Pistorius, et cette fois, c'est Hilton Boa qui fait la une des journaux. L'enquêteur principal dans l'affaire vient d'être évincé. J'ai décidé de remettre cet important dossier, cette enquête très importante, sous la supervision et la direction du lieutenant-général Vinesh Mounou. La défense du champion d'e-sport vient encore de marquer des points en s'attaquant à la probité d'Hilton Boa. Ce jeudi, la police a confirmé que l'enquêteur était sous le coup de poursuites judiciaires pour tentative de meurtre en 2009. Boa est accusé d'avoir tiré sur un taxi collectif pour le forcer à s'arrêter. L'officier de police aurait été ivre au moment des faits. Hier déjà, l'avocate de Pistorius, Barreiro, avait souligné une à une les failles de l'enquête menée par Boa contre son client. Témoignage peu crédible, scène de crime souillée par les enquêteurs. Déstabilisé, Hilton Boa avait même dû admettre que son enquête aurait pu être mieux menée. Un point de plus pour Oscar Pistorius donc, qui demande une remise en liberté sous caution. La séance pour l'heure est suspendue. Le juge devrait rendre sa décision ce vendredi. Parlons à présent d'une audience qui défraye la chronique à Abidjan, dans la capitale ivoirienne, celle de l'ancien président Laurent Gbagbo. La question est au centre des écrits de la presse. Les journaux du pays en font leur chou gras. À présent, la revue de presse de ces journaux. L'audience de confirmation des charges contre l'ex-président Laurent Gbagbo a débuté depuis ce mardi pour prendre fin le 28 février prochain. En attendant, les tabloïds ivoiriens décryptent ces deux premières journées qui se sont déroulées selon eux à coup d'arguments juridiques du procureur et de la défense. Soir Info écrit que les débats ont été particulièrement chauds. Notre confrère retient l'argument de la défense qui soutient que le dossier de l'accusation est parcellaire, lacunaire. La réalisation des faits ne cadrant pas avec ces accusations, déplore la défense. Notre voix, quotidien proche du Front populaire ivoirien, ne dit pas autre chose. Ben Souda et ses collaborateurs se ridiculisent. Nord-Sud soutient le contraire. Pour ce confrère, le procureur a porté l'estocade à la défense
en brandissant des preuves accablantes contre Gbagbo. Parmi ces preuves, écrit le quotidien Le Patriote, proche du Rassemblement des Républicains, il y a l'article 125 qui jette l'émoi dans la salle, révèle le confrère. Le Nouveau Réveil titre à sa une « Les avocats de Gbagbo ridiculisés encore hier ». Dans tous les cas, pour notre voix, la défense promet un grand déballage. L'expression met en exergue les preuves des accusations fournies par le procureur et qui accablent le prévenu. Il s'agit de plusieurs CD audio, vidéo et des courriers au juge en charge du dossier. Enfin, Fratmat reprend à sa une les propos du porte-parole du gouvernement. Nous sommes sereins car chacun sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'audience de confirmation des charges contre Laurent Gbagbo continue donc d'alimenter les journaux ivoiriens. Chacun allant bien entendu de sa ligne éditoriale. Nous déroulons ce journal en Guinée équatoriale où 24 pays africains et 12 sud-américains sont à Malabo pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement de coopération Afrique-Amérique du Sud qui s'ouvre ce vendredi 22 février. Quels sont les enjeux de cette rencontre de haut niveau dont les deux précédentes éditions se sont déroulées respectivement à Abuja au Nigeria et au Venezuela en 2009? Pour en savoir davantage, suivons ce commentaire. Après Abuja en novembre 2006, puis l'île de Margarita au Venezuela en septembre 2009, c'est l'île de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, qui accueille ce vendredi 22 février 2013 le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum de coopération Afrique-Amérique du Sud, ASA. Pour l'occasion, toutes les artères de la ville sont pavoisées des drapeaux des États participants et des effigies des différents chefs d'État. L'Afrique et l'Amérique du Sud, deux entités confrontées à des degrés divers à la crise énergétique, à l'insécurité alimentaire, à la crise financière, deux entités qui aspirent au développement et qui ont décidé de renforcer leur coopération. Mais sous quelle forme? Les pistes sont nombreuses. On retient par exemple que lors du 2e forum de l'ASA au Venezuela, le président Hugo Chavez avait proposé que les pays d'Afrique et d'Amérique latine créent leur propre banque pour concurrencer la Banque mondiale et le FMI et créent aussi une monnaie unifiée. Proposition des plus extrêmes. Ce 3e forum de l'ASA qui se tient ces vendredis et samedis à Malabo va tenter de donner un contenu véritable à cette coopération en définissant les stratégies et les mécanismes. Et comme pour les précédentes éditions, près d'une centaine de délégations sont attendues. 10 000 dirhams, environ 650 000 francs CFA, c'est le montant qu'il faut dépenser pour émigrer et travailler en Europe. Un réseau qui sévissait à Tanger au Maroc, ses membres proposaient des emplois fictifs. La justice s'est emparée de ce dossier. 3 membres présumés ont été arrêtés et le 4e complice est activement recherché. Originaire de Rabat et âgé de 31 ans, l'homme, ici de dos, est celui dont la plainte a permis de dévoiler un vaste réseau d'escroqueries. Des individus se présentant comme des intermédiaires lui auraient proposé un emploi en Belgique contre une importante somme d'argent. Il affirme qu'après s'être rendu en Europe, il a pu constater que l'offre d'emploi proposée n'existait pas. Ici, au Maroc, je leur ai remis 95 000 dirhams, puis 4 000 dirhams pour le billet d'avion et 1 500 dirhams pour le visa. Lorsque j'ai rejoint la Belgique, j'ai essayé de les contacter. Ils ne me répondaient plus et ont ensuite carrément éteint leur téléphone. J'ai ensuite averti les autorités consulaires marocaines qui ont alerté les services de police. Grâce à l'enquête, il s'avère que 14 personnes sont dans ce cas de figure, victimes d'escroqueries alors qu'elles pensaient avoir la possibilité de travailler en Europe. Des intermédiaires m'ont affirmé que j'allais partir en Europe au bout de quelques semaines. Ils m'ont demandé 70 000 dirhams, je leur ai finalement donné 65 000 dirhams. Le but de ce réseau était d'obtenir d'importantes sommes d'argent de la part de leurs victimes, des victimes dont la plupart sont originaires de Tiznit. Quant aux membres du réseau, ils sont principalement originaires de Tanger. 3 personnes suspectées d'appartenir à ce réseau ont été arrêtées. L'enquête se poursuit pour découvrir toutes les ramifications de l'affaire. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Africable Télévision. Merci de votre fidélité. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.